Grazie. Abbiamo fatto quella prima parte, secondo me, molto bella. Intensa, È vero? fantastica. Il était une fois, en Italie, une princesse, 16 parents. Le roi Albano et la reine Romina prénommèrent leur fille Ilenia, rêvant de lui transmettre un jour leur trône de maître du show business. Ils étaient loin de se douter que la princesse n'appartenait ni à eux, ni à leur royaume, ni même à ce monde, et qu'elle les quitterait bientôt. Voici l'histoire d'Ilenia Carisi, la fille aînée d'Albano et de Romina Power, une princesse qui prétendait appartenir à l'eau. Il était une fois, en Italie, une jeune fille magnifique, digne d'une princesse. On dit que les beaux enfants naissent du métissage. Eh bien, Ilenia en était la preuve. Elle avait hérité de ses ancêtres un mélange de gènes italiens, hollandais, allemands, français, espagnols et américains. Le mélange des mentalités de ses parents était tout aussi explosif. Albano, issu d'une famille de paysans pauvres qui ne considéraient pas le chant comme un métier digne d'un homme, a commencé son ascension vers le sommet des hit-parades comme journalier. Même devenu roi de la scène musicale mondiale, il est resté ancré dans la réalité patriarcale du sud de l'Italie, où presque tout le monde est catholique fervent, profondément attaché à son village natal, à la maison de ses parents, et surtout à sa mère, où le mariage est une chose faite et où le divorce est considéré comme un désastre et une honte. Romina, pas seulement une Américaine, mais une Américaine d'Hollywood. Ses parents étaient des acteurs célèbres. Sa mère, Linda Christian, incarnait la première petite amie de James Bond, et son père, Tyrone Power, incarnait Zorro. Ils se sont mariés 3 fois chacun, comme c'est la coutume à Hollywood. Romina n'a jamais été une sainte nitouche. Elle s'est rebellée contre sa mère pendant la majeure partie de sa vie, et une famille dispersée à travers le monde était pour elle la norme. Ne souffrant jamais d'un conservatisme excessif, elle a débuté sa carrière par un rôle dans un film érotique, considère l'Inde comme le meilleur endroit au monde et a choisi le bouddhisme comme mentor spirituel. Mais l'amour est impitoyable, et en 1967, sur le tournage du film Au Soleil, une histoire d'amour naquit entre la jeune Romina et Albano. Les deux mères considéraient cette liaison comme une mésalliance, ce qui n'est pas surprenant. L'une avait imaginé sa fille épouser un aristocrate anglais, l'autre un villageois modeste et obéissant. Il est donc fort possible qu'ensemble, elles auraient mis fin à cette histoire. Mais voilà que la princesse entre en scène. Ou plutôt, il s'avère qu'elle est censée apparaître, et les amoureux ne sont pas mariés. Le 26 juillet 1970, les futurs rois et reines se marient. Le 29 novembre, 4 mois plus tard seulement, ils deviennent les heureux parents d'Ilenia Maria Solon. Quoi qu'en aient pensé les mères, c'était une famille très heureuse. Le roi et la reine s'adoraient, eux et leurs filles, et ils s'adonnaient à leurs activités préférées. Le public les adorait. Ils faisaient de nombreuses tournées et se sentaient bien, tant à travers le monde que dans leur domaine. La rumeur court cependant que, par la suite, les choses ne furent pas aussi magiques, que le roi devint un tyran cupide et que la reine n'était pas contente de lui. C'est fort possible, car les divorces ne surviennent pas par hasard, et c'est Romina qui en fut l'instigatrice. D'un autre côté, elle vécut avec Albano jusqu'à leurs noces d'argent et lui donna 4 enfants. 3 ans après Ilenia, leur fils Yari. 15 ans plus tard, leur deuxième fille Christelle, et 2 ans plus tard, leur cadette Romina Jr. Quoi qu'il en soit, l'enfance de la princesse fut sans nuage, et elle grandit belle, intelligente, aimante et aimée de tous, au grand bonheur de ses parents. Elle parlait 5 langues. On dit qu'elle apprit le russe en 1 mois seulement lors du voyage de ses parents en Russie, écrivait de la poésie en prose, peignait. Ilenia était amie avec son frère, prenait soin de ses jeunes sœurs et écoutait ses parents. Et elle adorait la mer. Et chaque fois avant de plonger, elle disait comme un charme, « J'appartiens à l'eau ». On dit que les princesses naissent avec une cuillère en or dans la bouche. Les parents d'Ilenia régnaient sur la musique pop, et elle a donc hérité d'un micro en or dès sa naissance. À 13 ans, elle a joué dans un film, dont le scénario était écrit par son père. Il jouait son grand-père, sa mère, sa grand-mère et, contre toute attente, son frère Yari, son frère. À 17 ans, Ilenia chantait pour la première fois sur scène, en duo avec sa mère sur une chanson évoquant la relation complexe entre parents et leurs filles en pleine croissance. À 19 ans, elle fait ses débuts à la télévision en tant que valet dans le jeu télévisé La Roue de la Fortune. Un valet est l'assistant du présentateur, et son rôle ne se limite pas à révéler des lettres à l'écran. Cependant,
Selon Wikipédia, les artistes n'ont pas forcément les talents d'actrice, de danseuse ou de chanteuse. Peut-être la jeune Elenia n'est-elle pas née pour la scène. Elle est timide et paraît un peu guindée à l'écran, même si elle fait visiblement des efforts. Mais elle est douce, charmante et très belle. Et ne sous-estimons pas les relations de ses parents royaux. Un brillant avenir l'attendait sûrement dans le show business, mais ceux qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche sont généralement enviés. Rares sont ceux qui se demandent ce que ressentent ceux dont la bouche est pleine dès la naissance, et si c'est vraiment si formidable. Albano et Romina ne précisent pas si c'était leur initiative, ou si leur fille rêvait de se lancer elle-même sur la voie de la célébrité, mais il est évident qu'elle a rapidement dévié de cette voie. La jeune fille a décidé de devenir écrivaine. Grâce à ses excellentes compétences linguistiques et littéraires, elle entra sans difficulté au King's College de Londres, où, grâce à d'excellentes notes, elle étudia gratuitement et reçut même une offre d'enseignement après ses études. Bref, tout allait bien jusqu'à ce qu'un problème survienne. Dans les contes de princesses, il y a toujours un problème. Un sorcier maléfique, une potion magique, un royaume enchanté. Le prince est beau et pas si beau. Les caprices de la princesse. Enfin, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans les contes de fées. Tout cela s'est produit presque immédiatement, si bien que personne ne sait exactement comment tout a commencé. Les parents préfèrent penser que c'était l'œuvre d'un sorcier maléfique. Il fait un signe de tête en direction du personnage de la princesse, et le public, omniscient, est convaincu que c'est la potion qui a causé tous les problèmes. Albano affirme avoir pressenti l'imminence des troubles un an plus tôt, lorsque la princesse a radicalement changé. Il dit avoir clairement vu ce qui se passait alors qu'ils étaient tous en vacances ensemble en Amérique cet été. Après avoir fumé de la marijuana, Elenia adopta un comportement étrange et faillit même se jeter dans la rivière, manquant de peu de se noyer. On ignore si la drogue faisait partie de sa vie auparavant, mais lors de ce voyage, un autre sorcier maléfique entra dans sa vie, sous les traits d'un beau prince ou d'un sage mentor. Pourtant, il ne chercha même pas la princesse. Une âme agitée l'a trouvée seule. En juillet 1993, errant seule dans les rues de la Nouvelle-Orléans, Elenia remarque un musicien noir à l'un des coins du quartier français, jouant de la trompette sur une caisse remplie de monnaie. C'est Alexander Mazzachella. Et bien qu'il ait 54 ans et en paraisse encore plus âgé, il semble toujours entouré de jeunes filles. C'était sûrement un sorcier. Autrement, il est impossible d'expliquer comment un vieil homme sans abri, pauvre et négligé, pouvait attirer l'attention de jeunes et belles filles. La rumeur courait que Mazzachella hypnotisait ses petites amies, les droguait et les maltraitait psychologiquement et physiquement grâce à la magie noire et aux potions. Les accusations furent nombreuses, et bien qu'il ne fût jamais officiellement reconnu coupable, les parents d'Elenia étaient évidemment ravis de son amitié. Selon eux, dans le journal de la jeune fille, Mazzachella apparaît à la fois comme un sage et un professeur, mais aussi comme un manipulateur et un séducteur. Apparemment, elle se plaignait qu'il ait tenté de la rendre accro au crack et l'ait séduite. Le gourou lui-même insiste sur le fait qu'il n'a toujours été qu'un ami et que s'il a donné quoi que ce soit à Elenia, ce n'étaient que des livres et de bons conseils. Pourquoi cet ami adulte n'a-t-il pas conseillé à la jeune fille de rester loin des rues d'une ville où des gens disparaissent chaque jour? Pourquoi ne s'est-il lié d'amitié qu'avec des jeunes filles? Et non, au moins pour varier les plaisirs, avec des garçons adultes comme lui? Ces questions sont, bien sûr, rhétoriques. Et bien sûr, lorsqu'Elenia est arrivée à la Nouvelle-Orléans, elle n'était plus la fille obéissante qui suivait aveuglément les instructions de ses parents. Les combats de la rebelle pour sa liberté avaient déjà eu lieu. Mais la bataille principale de cette histoire eut lieu alors, contre le sorcier maléfique Mazzachella. Une bataille que le roi et la reine perdirent. Pour sauver la princesse des griffes du mage noir, ils firent ce qu'ils purent. Papa déchira, s'enragea et interdit. Maman mena un travail de sape explicatif et brûla la carte postale envoyée par Mazzachella au nom de leur fille. Mais Elenia, Major, ne pouvait être enfermée. Les séances avec le gourou continuèrent donc. Dans un autre cas, tout aurait pris fin dès que la famille aurait quitté l'Amérique. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Elenia n'était pas le seul poisson pris dans le filet de Mazzachella, mais c'était le poisson d'or. Et on peut envoyer plus d'une carte postale à un poisson d'or. Ses parents ne purent donc pas rompre complètement ce lien. Ou peut-être ne s'agissait-il pas du sorcier Mazzachella, mais de la Nouvelle-Orléans et de son quartier français, dont l'atmosphère délabrée avait fasciné la princesse, à tel point qu'elle décida d'écrire un livre sur ses habitants.
Les musiciens des rues sans abri, un livre qui allait bouleverser le monde bourgeois sclérosé. Elenia, idéaliste et rebelle de 23 ans, comme beaucoup de jeunes, se lance tête baissée dans la nouveauté et croit que pour y parvenir, elle doit rompre tout lien avec l'ancien. N'ayant jamais connu le besoin ni le danger, la jeune écrivaine estime que pour s'immerger pleinement dans sa matière, elle doit vivre sans toit, au contact de ses héros sans abri et de la rue. Ignorant la difficulté de gravir les échelons, elle décide d'abandonner ses études à un examen prêt pour se concentrer sur son livre. N'ayant jamais connu le chagrin, elle voit dans la trahison de son petit ami une raison de partir à l'autre bout du monde et d'y vivre, dans une cabane et en solitude. Le fait que les sans-abri n'aient généralement pas d'argent pour les vols transocéaniques ne la dérange pas, et la princesse s'envole pour le Belize, un petit pays tropical d'Amérique centrale. Et qui sait pourquoi au Belize? Peut-être parce qu'il y a peu de blancs et peu de gens en général. Ou peut-être, au contraire, parce que tout le monde parle anglais là-bas et est très amical. Peut-être sa nature libre était-elle attirée par l'absence quasi totale de police, ou peut-être par la disponibilité de l'herbe. Frère Yari croyait que le Belize possédait une énergie sombre et maléfique. Elenia répondit que c'était le paradis sur Terre, et il y a beaucoup d'eau au Belize. Des marais, des mangroves, des rivières, des cascades. Le nom Belize, traduit du maya, signifie eau trouble. Apparemment, ils ont amené notre princesse au village de Hopkins, où, dans une cabane de plage au bord de l'océan, s'est installé celui qui appartient à l'eau. Ce que la princesse cherchait là-bas, et si elle l'a trouvé, reste un mystère. Lorsque ses parents, qui étaient alors assez proches en Équateur, l'invitèrent à venir fêter Noël avec eux, elle refusa. Elle dit « Je suis bien ici. Je ne veux pas prendre l'avion. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire où je suis ?» Pressentant le danger, le roi et la reine ne renoncèrent pas. Ils envoyèrent son frère la chercher. Il n'avait qu'un jour de retard. En arrivant à Hopkins, Yari découvrit qu'Elenia, qui préférait la solitude et refusait l'avion, avait pris l'avion pour la Nouvelle-Orléans. De là, elle se rendit immédiatement dans le quartier français, où, au même coin de rue et à peu près dans le même état, elle retrouva Alexander Mazakila. La plupart des participants à cette histoire considèrent Mazakila comme un démon maléfique. Le roi et la reine en sont convaincus. Il est le principal coupable de ce qui est arrivé à la princesse. On peut les comprendre, mais il y a un fait indéniable. Mazakila n'aurait pas pu joindre la princesse si elle ne l'avait pas voulu. Retrouver quelqu'un, même au bout du monde, par téléphone portable est devenu possible bien plus tard. Et il est difficile d'hypnotiser quelqu'un par carte postale. Mais même si Mazakila attirait Elenia à la Nouvelle-Orléans, il ne pourrait le faire que si elle lui donnait elle-même ses adresses en Angleterre, en Italie, et enfin au Belize. Puis, seule, elle arrivait, le retrouvait et l'entraînait dans un hôtel où, seule, bien sûr, elle réservait une chambre pour deux. La princesse était-elle amoureuse du sorcier? Le roi et la reine affirmaient à l'unanimité que c'était impossible. Le personnel de l'hôtel a également déclaré qu'il ne ressemblait pas à un couple amoureux et que la chambre avait des lits séparés. Il ne s'agissait probablement pas d'amour du tout, et la princesse s'était probablement envolée pour la Nouvelle-Orléans pour explorer sa créativité. Eh bien, elle devait écrire son livre. Et combien de musiciens sans abri pourrait-elle trouver dans ce village balnéaire? Ou peut-être a-t-elle simplement invité un vieil ami pour parler de la vie, fumeur en joint. Bref, se réchauffer. Les nuits de décembre à la Nouvelle-Orléans peuvent être glaciales. Compte tenu de l'humanisme débordant de la princesse et de son absence totale de préjugés et de prudence, cette version semble tout à fait plausible et s'accorde parfaitement avec les quelques détails des jours suivants, considérés comme exacts, qui, malheureusement, n'éclairent rien. Le 30 décembre, Elenia et Mazakila s'installèrent dans une pension bon marché. Chaque jour, Elenia prit son carnet et son appareil photo et partit se promener. Seul, sans Mazakila, il continua son show business au coin du boulevard français. Elenia, cependant, s'approcha de lui, l'écouta un moment, puis erra dans les bidonvilles. C'est ce que dit Mazakila, confirmé par Albano, qui a parlé à presque tous les habitants du quartier. Le 31 décembre, c'était déjà le 1er janvier en Italie, Elenia appela ses parents, leur souhaita une bonne année et un joyeux anniversaire à sa grand-mère. Et même si les parents n'appréciaient pas le retour de leur fille à la Nouvelle-Orléans, rien dans sa voix ni dans ses paroles ne les alarmait. Rien ne les poussait à se précipiter à travers l'océan pour la sauver. Peut-être que s'ils étaient venus,
ils auraient pu tout changer. Ou peut-être pas, car ils ne pouvaient pas le faire en été pour la même raison. Elenia, majeure, vit où elle veut et va où elle veut. Et l'époque était différente. Impossible de passer un appel depuis un téléphone portable, de le localiser par GPS, de voir les transactions effectuées sur une carte bancaire. C'est pourquoi personne ne sait exactement quand Elenia a disparu. La propriétaire de l'hôtel affirme l'avoir vue le 6 janvier, et c'est la dernière information acceptée comme un fait avéré. Bien que le propriétaire puisse difficilement savoir avec certitude si Elenia est revenue à l'hôtel par la suite, les déclarations du pêcheur croate, du barman et des propriétaires du caviste, qui jurent avoir vu Elenia à différents moments pendant au moins une semaine, sont ignorées par la police, qui privilégie la thèse d'un suicide dans la nuit du 6 au 7 janvier, ce qui n'est pas surprenant. Car sinon, il faudrait la rechercher, comme des milliers d'autres personnes disparues, et toutes portées par le même service de police, qui ne compte même pas une vingtaine d'inspecteurs. En cherchant, sachant si la jeune fille est vivante ou non, les chances de la retrouver restent négligeables. La version du gardien de l'aquarium de la Nouvelle-Orléans, Albert Cordova, qui a rapporté avoir vu Elenia se jeter dans le Mississippi et se noyer, a donc largement convenu aux enquêteurs. Certes, il a d'abord identifié une adolescente de 15 ans, Susan Brooke Jevons, d'après une photographie, mais la jeune fille a été retrouvée seule. Ils n'ont pas retrouvé le corps de la jeune fille noyée pour établir son identité avec certitude, et Cordova pensait également que les photos d'Elenia étaient similaires. Albano a rencontré le garde et a trouvé son récit crédible, car il leur a raconté que la jeune fille avait sauté à l'eau en disant « J'appartiens à l'eau ». Puis Romina a rencontré le même garde, et il a de nouveau changé d'avis. Soit elle l'avait vraiment convaincu qu'Elenia avait changé, soit il ne pouvait tout simplement pas se résoudre à dire qu'elle ne pouvait pas savoir comment la jeune fille était habillée et coiffée ce jour-là, et il ne voulait pas ôter tout espoir à la mère. Mais tout cela se passait plus tard, et pour l'instant, le roi et la reine demeurent dans l'ignorance. Bien qu'ils n'apprécient pas que la princesse soit de retour à la Nouvelle-Orléans, ils croient qu'elle erre dans la ville et écrit un livre. C'est peut-être ce qui s'est passé. Personne n'a prêté attention aux faits et gestes d'une des nombreuses touristes, jusqu'à ce que Mazakela apporte le sac à dos d'Elenia à la réception et tente de quitter l'hôtel en payant avec des chèques de voyage libellés à son nom. C'est alors que, le 14 janvier, le propriétaire de l'hôtel a signalé sa disparition à la police et les parents se sont impliqués dans l'affaire. Comme souvent, les enquêteurs ont été accusés d'inaction. Le manque d'attention accordé au rôle de Mazakela a suscité un mécontentement particulier. D'un côté, il n'est effectivement pas un personnage positif, et chez sa colocataire, ils ont trouvé la veste, le briquet et le lecteur audio d'Elenia. D'un autre côté, si la fille a entraîné un vagabond dans sa chambre, elle lui a peut-être même donné les objets elle-même. Il est compréhensible qu'il les ait probablement volés. Mais pour cela, il n'est absolument pas nécessaire d'être sûr qu'Elenia ne reviendra pas, quoi qu'on en dise dans l'émission. Bien sûr, Mazakela peut être tenu responsable de la disparition d'Elenia. Vu son mode de vie et son passé, il ferait l'affaire, même si on le blâmait pour tout. Et d'un autre côté, de quoi le blâmer? Rien n'indique qu'il soit arrivé quelque chose à la fille. Pas une goutte de sang, pas de traces de lutte, pas un seul cri dans la pièce. Et si elle revenait le lendemain comme si de rien n'était? Car à ce moment-là, il s'agissait d'une adulte étrangère à l'esprit vagabond, ayant longtemps vécu séparée de sa famille, qui n'avait pas envoyé de carte postale à ses parents pour Noël. Et pourtant, ils avaient décidé qu'elle avait besoin d'être sauvée de quelque chose d'inconnu. Bien sûr, on peut compatir avec les parents, mais s'il s'agit d'un crime, il faut le résoudre. Mais comment? Il est donc peu probable que la police ait délibérément couvert Mazakela, même s'il est fort possible qu'il ait été un informateur. Le principe « pas de corps, pas d'affaires » est simplement universel, et le retour d'enfants adultes dans le giron familial est un problème pour les parents. Les parents d'Elenia l'ont recherché. Le père a sillonné tous les quartiers pauvres du quartier français, rampant dans chaque recoin et parlant à chaque habitant, tandis que la mère passait des journées entières au téléphone, vérifiant chaque message, même le plus improbable. Le consulat italien et de nombreuses émissions de télévision s'en sont mêlés. On raconte qu'Albano aurait même demandé de l'aide à la mafia sicilienne. C'est tout à fait possible, mais toujours sans résultat. Elenia n'a été retrouvée ni vivante ni morte à ce jour. Beaucoup pensent qu'elle s'est simplement enfuie et vit paisiblement sous un faux nom dans un pays tropical. Il ne se passe pas un mois sans qu'une nouvelle version n'apparaisse en ligne.
Elenia en Arizona, dans un monastère, en Allemagne au sein d'une secte totalitaire, dans un centre de désintoxication à Saint-Domingue, en Russie parmi les sans-abri. Albano la cache chez elle à San Marco Cellino. Elle est esclave sexuelle, soit d'un cheikh arabe dans un harem, soit d'une racaille louisianaise dans une grange. En 2015, Interpol a soudainement décidé de vérifier si Elenia était l'une des victimes non identifiées d'un maniaque, dont il avait avoué le meurtre 10 ans plus tôt. La famille a fourni des données ADN, mais aucun lien de parenté n'a été confirmé. Et en 2019, tout le pays s'est sérieusement demandé si Elenia avait été aperçue par un photographe 20 ans plus tôt dans une gare de Venise. Car lorsqu'il s'est approché d'elle par derrière et a crié « Elenia », elle s'est retournée et a reculé. En 2006, Albano a admis croire à la version du suicide induit par la drogue. Qu'au fond, il y croyait lorsqu'il a parlé au gardien de l'aquarium et qu'il a vu la racaille avec laquelle Elenia traînait à la Nouvelle-Orléans. Il préférait simplement espérer, mais il n'est plus tout jeune et doit mettre les choses en ordre. Et en 2014, à la demande du père d'Elenia, le tribunal a déclaré Elenia Carisi présumée décédée. Romina était furieuse toutes ces années. Elle croyait Elenia vivante, publiait ses photos sur les réseaux sociaux et continuait ses recherches. On ignore où se trouve Mazzacchila aujourd'hui. Il est probablement mort. Il devait avoir plus de 80 ans, et avec son mode de vie, il ne pouvait vivre jusqu'à cet âge que grâce à la magie noire. Grand-mère Linda est décédée. Qui, jusqu'à son dernier jour, a affirmé aux journalistes qu'Elenia était vivante et reviendrait le jour de ses funérailles. Tante Taryn, la sœur cadette de Romina, à laquelle Elenia ressemblait énormément, est décédée. Grand-père Carmelo et grand-mère Yolanda sont également morts. Quant à Elenia, qu'elle ait quitté ses parents ou la vie, volontairement ou de force, peu importe. Même si le destin s'acharne sur ses parents et que celle qui s'appelait autrefois Elenia Maria Sol leur revienne, ce ne sera plus elle. La princesse Elenia n'est plus. Personne ne sait quand elle est morte. Peut-être le jour où elle a dit à ses parents que le show business ne l'intéressait pas. Peut-être lorsqu'elle a commencé à consommer de l'herbe. Peut-être lorsqu'elle a préféré les bas-fonds de la Nouvelle-Orléans à leur vie respectable. Ou peut-être n'a-t-elle jamais existé. Juste une fille de l'eau, née par hasard dans une famille de stars. Il était une fois en Italie,